Bonsoir à tous et bienvenue. Décès d'un cas contact suivi âgé de 69 ans. Le ministère de la Santé précise que ce décès n'est pas lié au Covid-19 à cause de la stigmatisation. Les habitants de Monkonoba à Sédhiou ont barré la route et brûlé des pneus avec un seul cas. Les habitants sont réprouvés par leurs voisins. À Touba, 8 nouveaux cas communautaires et 7 cas contacts sont enregistrés. 4 à Tambacounda, alors que les cas contacts augmentent à Kaolack. Nous sommes à 933 cas positifs déclarés, dont 109 communautaires. Les Sénégalais ont-ils mesuré la gravité et l'ampleur de la maladie? Pas encore, a dit le sociologue Ali Khoudjadjaou, qui évalue le comportement du Sénégalais face au virus qui reporte la réouverture des écoles et universités. Enseignants et parents d'élèves s'inquiètent et demandent des mesures d'accompagnement. Dans l'enseignement supérieur, le SAES priorise la maîtrise de l'épidémie. Info Éco avec Rapsa Elimanouane complète ce journal mis en onde par Paplaïdji. Décès d'un homme âgé de 69 ans et qui faisait partie des cas contacts suivis jusqu'au 29 avril. Les tests effectués sur lui sont revenus négatifs. Le ministère de la Santé informe que ce décès donc n'est pas lié au Covid-19 et présente ses condoléances à la famille attristée de ce cas, donc contact décédé ce matin à 6h30 à Monkonoba, c'est à Sédhiou. La stigmatisation fait réagir les habitants stigmatisés après un premier cas par les villages environnants. Ils ont barré la route et brûlé des pneus ce matin. Correspondance Moussa Tramé. Les habitants du village de Monkonoba ont spontanément investi ce jeudi la route qui relie Sédhiou à Kolda qu'ils ont bloqué au moins de troncs d'arbres et brûlé quelques pneus. Selon le maire de Oudoukar, Sankou Sagnon, qui habite ce village, cette réaction fait suite à une stigmatisation à laquelle ils sont victimes de la part des villages qui les entourent. En représailles à cette stigmatisation, poursuit le maire de Oudoukar, les populations ont à leur tour bloqué le passage à leur niveau le temps que l'ordre de la libre circulation soit rétabli, a indiqué Sankou Sagnon, le maire de Oudoukar. Très tôt le matin, les populations sont sorties massivement pour barrer l'entrée et la sortie du village parce que tout simplement, les villages qui aujourd'hui limitent Monkono refusent systématiquement l'entrée des populations de la traversée de leur village par les populations de Monkonoba. Ce qui est une forme de stigmatisation qu'on ne va pas accepter. Même les vendeurs de poissons refusent de nous vendre du poisson, prétextant qu'il y a le corona dans le village. Ce que l'État ne nous impose pas, comment nos voisins, au nom de quoi pour nous imposer cette forme de confinement pire que le corona? Au sujet des dispositions sécuritaires, Sankou Sagnon rassure que les concessions suspectes sont mises en quarantaine, de même que le poste de santé de la localité, que rien ne justifie cette stigmatisation. Les gendarmes de la brigade de Sédhiou sont intervenus pour amener le calme et les appels se multiplient à la solidarité et au respect des gestes barrières pour éviter toute propagation de la maladie. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. 8 cas communautaires enregistrés ce jeudi à Touba et 7 cas contacts. Ces cas surviennent alors que les marchés sont ouverts après 6 jours de fermeture. Correspondance de TCI. La ville de Touba a enregistré aujourd'hui 15 cas positifs, dont 7 cas contacts et 8 cas communautaires. À Mbaké, c'est un cas communautaire qui est apparu. Des cas communautaires qui refont surface au moment où les activités redémarrent au niveau des différents marchés de Touba fermés depuis près d'une semaine. Et concernant les mesures barrières, le port de masque est pourtant respecté par la plupart de la population. Au niveau des lieux publics et privés, les responsables ont pris toutes les mesures nécessaires pour une hygiène des mains, mais également le port systématique de masques. Touba, qui enregistre tous les jours des cas positifs, dispose de 2 centres de traitement, mais selon le directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, un 3e centre sera bientôt fonctionnel. Il s'agit du nouveau bâtiment construit à l'intérieur de la structure. Des réaménagements nécessaires y seront effectués, a-t-il précisé. Signalons que 5 patients sont déclarés guéris ce jour à Touba. Touti Seimbake sur le FM. Tomba enregistre 4 nouveaux cas, tous dans le département de Goudiri. Tomba enregistre 63 cas, dont 11 guéris, 53 sous traitement. Tomba plaide pour l'extension du centre de traitement et une meilleure gestion des déchets médicaux. Boubacar Tomba. La corde de la guitare se casse en pleine symphonie. En effet, après 3 jours d'accalmie ayant suscité ici beaucoup d'espoir, le Covid-19 reprend du service avec 4 cas testés positifs, tous de Féténiébé
dans le département de Goudiri. Les résultats des 62 contacts du premier cas enregistré dans la commune de Tambacounda sont revenus négatifs et les prélèvements se poursuivent selon le médecin-chef de la région de Tambacounda. À ce jour, la région compte 63 cas. 11 se sont débarrassés du virus et 52 sont sous traitement. Et là-dessus, le gouverneur de région, le médecin-chef de la région médicale, le président du conseil départemental de Tambacounda et la directrice du centre hospitalier régional de Tambacounda ont pu augmenter les capacités d'accueil du centre de traitement des malades du Covid-19. Et d'autres options seraient d'ailleurs en train d'être explorées. Instamment, ce qui semble poser problème, révèle des sources concordantes, c'est la gestion des déchets médicaux. Boubacar Tambacounda, Sud-Afrique. Aucun nouveau cas ce jour à Kaolack qui compte 5 cas dont 3 prises en charge sur place, mais le nombre de contacts identifiés augmente. 140 personnes en quarantaine à Kaolack où la peur pousse au respect des gestes barrières. Correspondance à Ouachao. La région de Kaolack n'a pas enregistré de nouveaux cas confirmés de coronavirus ce jeudi. Les 9 tests qui restaient hier sont tous revenus négatifs. Donc, les 2 premiers cas confirmés, qui sont le jeune commerçant de Tcheken dans le département de Nioro et l'agent de la banque domicilié aux HLM Bongré, sont présentement pris en charge à l'hôpital d'Al Djam à Dakar. Cependant, les 3 contacts qu'ils ont contaminés sont pour le moment en soins au centre de traitement aménagé au service des maladies infectieuses de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, ce qui fait que Kaolack compte pour l'heure 5 cas confirmés de Covid-19. Mais la recherche des personnes contacts a évolué, avec 25 de plus dans la commune de Kaolack et 8 dans la commune de Darussalam Nioro, ce qui donne 33 autres contacts, tous confinés dans différentes auberges de la commune de Kaolack. Les prélèvements seront effectués au courant de la journée et envoyés pour être testés, ce qui porte le nombre de contacts à 140 au niveau de la région. Les résultats qui sont attendus vont nous édifier. Mais l'insouciance a commencé à faire place à la peur dans la commune de Kaolack et les populations ont commencé à porter le masque pour vaquer à leurs occupations. Les mototaxis Jakarta et les taxis ont considérablement diminué sur la route et la circulation est devenue très fluide. Au niveau du marché central de Kaolack, il n'y a plus de bousculade et certains commerçants ont tout simplement fermé boutique. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Les autorités sanitaires ont effectué 1161 tests ce jour. 51 sont positifs, dont 11 cas communautaires à Mbao, Mariste, Touba et Mbaké. 2 cas graves, toujours en réanimation. 589 patients sont sous traitement sur un total de 933 cas. Dr Marie-Khémesse Ngomdiaye, directrice de la santé, fait le point. Sur 1161 tests réalisés, 51 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,39%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 40 contacts suivis par nos services. 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao 1, Maris 1, Touba 8 et Mbaké 1. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Dalal Djam 7 guéris, Touba 5, Ziguinchor 3, Fan 3 et Diamniadio 1. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fan et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 933 cas ont été déclarés positifs, dont 334 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 589 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Sur les 933 cas déclarés, 109 sont issus de la transmission communautaire. Les Sénégalais sont-ils conscients et mesurent-ils la gravité et l'ampleur de la maladie? Pas encore, a dit le sociologue Ali Khoudjadjaou, qui demande, au-delà du slogan « Restez chez vous », de renforcer la communication. On l'écoute au micro de El Hadji Malick Ndiaye. Certains comportements liés au cas communautaire s'expliquent par le fait que, véritablement, c'est un problème de communication d'abord. Nous n'avons pas conscience que les cas communautaires sont dangereux parce qu'ils nous rattrapent une semaine, voire parfois 10 jours après. C'est-à-dire que le comportement négligent que la communauté sénégalaise ou une partie de cette communauté a par rapport à la précaution qu'il faudrait prendre à cette maladie-là, n'est-ce pas,
cette insouciance-là, cette irresponsabilité-là va nous rattraper dans la semaine qui va suivre ou dans les 10 jours qui vont suivre. C'est ça qui fait que les cas communautaires sont d'une extrême dangerosité. Maintenant, c'est un problème aussi de communication. Comment la population doit percevoir les cas communautaires. Alors, et en ce moment-là, il faut simplement expliquer que les cas communautaires sont dangereux parce qu'ils nous rattrapent, n'est-ce pas, une semaine ou 10 jours plus tard, mais que surtout, c'est un mode de contamination silencieux et insidieux. C'est-à-dire qu'il y a des porteurs sains qui continuent à vaquer tranquillement à leur occupation. Il y a des porteurs sains, c'est-à-dire asymptomatiques, qui sont entre nous et qu'on ne peut pas diagnostiquer comme étant des cas positifs. Mais il y a surtout ce besoin de sortir, ce besoin de socialiser, ce besoin d'aller travailler, ce besoin d'aller vers l'autre qui fait que véritablement, la question des cas communautaires, c'est d'abord une question de culture, c'est d'abord une question de communication. Et vu sous cet angle, je pense que nous devons renforcer encore plus davantage notre mode de communication et ne pas simplement se contenter de dire « restez chez vous ». Restez chez vous, c'est valable, hein? Aussi bien qu'en Europe qu'au Sénégal, mais c'est encore beaucoup plus difficile dans le contexte sénégalais parce que les cultures, les comportements, etc. ne sont pas les mêmes. Donc, véritablement, pour les cas communautaires, je pense que nous devons renforcer notre communication pour dire en fait pourquoi un cas communautaire est dangereux et ensuite pourquoi il est difficile pour chacun d'entre nous vraiment de rester cloîtré chez nous parce que simplement il y a des choses que nous devons régler ailleurs, il y a ce souci de la socialisation, etc. Les associations de quartiers, autorités gouvernementales et administratives s'engagent dans la lutte. Une campagne de sensibilisation et de distribution de masques a démarré aujourd'hui dans la commune des Sicap. Plus de 2000 maisons sont concernées. Écoutons à ce propos Zahra Iyane Thiam, ministre chargée de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, jointe par les Mariam Diaye. Aujourd'hui, c'est le lancement et nous mettrons à la disposition de chaque maison un lot de 3 masques. Nous comptons à peu près 780 maisons au niveau de Liberté 1, autant au niveau de Liberté 2 et environ 1000 aussi au niveau de Liberté 3. Donc, nous devrions avoir un peu plus de 2000 maisons qui seront dotées de 3 masques chacune. Maintenant, ça, c'est pour accompagner. Mais le plus important, au-delà de l'acquisition du masque, c'est de le porter et de bien le porter. Parce que souvent, on voit les populations porter les masques sous le menton, etc. Donc, nous faisons de la sensibilisation également pour que, au-delà du fait de détenir un masque, de le porter et de bien le porter, qu'il soit bien ajusté au niveau du visage en couvrant du nez au menton. Et les autres éléments maintenant également, c'est les fiches que nous distribuons pour également appeler les populations à rester chez elles s'il n'y a pas de nécessité de sortir, à retenir les enfants à la maison. Nous avons des banderoles qui indiquent les gestes barrières. Nous avons également réalisé un public reportage avec l'ensemble des leaders d'opinion, que ce soit les ASC, les imams, les curés, l'autorité administrative, le sous-préfet, le commissaire, etc. Donc vraiment avec l'ensemble des forces, lancer des messages à l'endroit des populations pour justement participer plus activement à la lutte. Production locale de masques. Les masques en tissu sont-ils conformes aux normes? Certains tailleurs prennent leurs dispositions pour honorer leurs commandes. Aïssatou Gueiba. Des masques locaux qui servent à protéger les citoyens sénégalais du coronavirus, une méthode utilisée depuis quelque temps par les couturiers sénégalais, un travail qui leur permet de contribuer non seulement à la lutte contre cette épidémie, mais surtout de pouvoir continuer à exercer le métier. Mais ce confectionnement se fait-il dans les règles de l'art édictées par les autorités? Réponse que nous trouverons peut-être dans cet atelier où de jeunes gens s'attellent encore dans le travail. Il nous confie les méthodes de prévention utilisées à ce stade de l'épidémie. Nous lavons très bien les mains avec de l'eau et du savon. Nous utilisons aussi le gel hydroalcoolique avant de commencer le travail. On nettoie également la machine. Et après, le propriétaire le désinfecte avant de le mettre sous sachet. Nous ne faisons que coudre. C'est lui qui amène son tissu
et ils payent 300 francs l'unité. Pour cet autre couturier qui confectionne également des masques en tissu, le choix des fibres textiles est bien étudié avant de produire ces masques. Nous veillons bien sur la qualité du tissu, s'assurer que tu ne t'étouffes pas et que ça ne te crée pas de problème. Une période qui coïncide également avec le Ramadan, un moment propice où plusieurs clients venaient pour bénéficier de leurs services avant la fête de l'Aïd el-Fitr, mais aujourd'hui ils ne voient qu'une à 2 personnes par jour. Des couturiers qui avaient l'habitude à l'heure actuelle de voir leur chiffre d'affaires augmenter de par l'arrivée massive de clients qui préparent à grands pas la fête de la Korité. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont devenus des confectionneurs de masques en tissu, une situation qui s'explique largement par la présence de cet ennemi invisible au sein de notre société. Reprise des enseignements à partir du 2 juin pour les élèves en classe d'examen à Ziguinchor. Les syndicats d'enseignants valident la décision de l'autorité qui repousse donc la reprise des cours, mais ils s'inquiètent des inquiétudes liées à l'hivernage dans la région sud. Les enseignants demandent des mesures d'accompagnement pour permettre aux élèves de Ziguinchor d'avoir les mêmes chances que ceux des autres régions. Ben Michel Confoudi. À Ziguinchor, les syndicats d'enseignants sont en phase avec les autorités sur leur décision de repousser la reprise des cours de janvier. Honoré Manga, enseignant au lycée du Niabo, membre du bureau national du SAEMS, salue cette décision qu'il juge très sage. C'est une très bonne décision que l'État a eu à prendre parce que les gens commençaient à avoir peur que l'État puisse forcer pour que les gens puissent faire les cours à partir du 4 mai. Mais s'ils vont jusqu'à prendre la décision de repousser jusqu'au 2 juin, nous pensons que c'est une très bonne chose, mais quand même... Moussa Sarro, secrétaire général du CELS Authentique, abonde dans le même sens. C'est une décision basée en tout cas par rapport à l'avis médical. Quoi qu'il en soit, c'est l'avis médical qui compte le plus. L'administratif ne fait que des propositions. Cependant, l'hivernage qui s'installe tôt dans la région inquiète Honoré Manga du SAEMS qui plaide pour des mesures d'accompagnement. Quand même, il faudrait qu'ils prennent en compte certains paramètres comme celui de la pluviométrie dans certaines régions, comme la région naturelle de la Casamance. Vous savez bien, la région de Ziguinchor ou la région naturelle de la Casamance est composée principalement d'abris provisoires. Je me demande comment ces élèves-là vont pouvoir suivre les cours, d'avoir la même chance que les autres élèves qui sont dans les grandes villes. Moussa Sarro du CELS Authentique va même plus loin et propose des pistes de solutions. Nous avions fait des propositions. Ces propositions, c'était 2 choses. C'était de terminer les cours au mois de juillet, d'abord, la première phase, et de continuer ces cours au mois d'octobre-novembre pour pouvoir faire les examens en décembre. Parce qu'il faut le dire, l'axe sud a difficulté parce que des écoles sont en abri provisoire. Pour les syndicats d'enseignants de Ziguinchor, les mesures d'accompagnement sont plus qu'une nécessité. Elles sont une exigence qui permettra aux élèves de la région d'avoir les mêmes chances que leurs camarades des autres régions. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, sur FM. Ben Michel Confoudi, rien ne garantit la réouverture des écoles et universités. Rien ne garantit aussi la reprise des enseignements à partir du 2 juin. Ce sont juste des hypothèses qui peuvent évoluer, estime le président de l'UNAPES, Union nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal. Abdoulaye Fane rassure les parents d'élèves. Tous les schémas sont en train d'être étudiés en collaboration avec des autorités éducatives locales afin que chaque localité, compte tenu de sa spécificité, puisse définir un programme post-Covid. Abdoulaye Fane, joint pour Babacar Samb. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste dans la mesure où tout dépend du virus, tout dépend de la maîtrise de cette pandémie. Donc, comme tout État organisé, bon, c'est normal que l'État fixe des échéances. Vous vous êtes rendu compte que la première échéance, c'était le 4 mai, mais l'État avait pris en point de mire une autre échéance. Donc, c'est des hypothèses qui sont en train de poser et à chaque étape, il faudra véritablement corriger. Donc, le 2 juin, rien ne prédit que les classes seront disponibles, les enseignements vont reprendre. Cependant, moi, je fais partie du comité de veille du ministère de l'Éducation nationale et ils ont pris en compte beaucoup de scénarios. Donc, présentement, au moment où je vous parle, d'après les informations recueillies, il n'y a pas de péril en la demeure dans la mesure où le quantum horaire, si par exemple les cours reprenaient le 2 juin, le quantum horaire pourrait être véritablement respecté.
Donc, je crois que le principal, c'est de faire en sorte de lutter pour que cette pandémie-là puisse disparaître. Mais s'agissant des enseignements-apprentissages, je voudrais véritablement rassurer les parents d'élèves pour dire que nous sommes actuellement au niveau du comité de veille et tous les scénarios sont en train d'être pris en compte en partenariat, en collaboration avec les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation et de la formation. Chaque région fera en sorte que, compte tenu de sa spécificité, au cas où cette pandémie se terminerait, que programme d'ouverture soit mis en place. Mais ce qui est plus important, c'est que le ministère aussi doit faire tout aussi pour communiquer, informer les populations par rapport à cette situation, les conduites à tenir, qu'est-ce qui est prévu face à ce contexte. Les élèves en classe d'examen reprennent ainsi les cours le 2 juin prochain. Cependant, dans l'enseignement supérieur, le Conseil des ministres a recommandé hier aux académies de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 2 au 14 juin. Le SAES est certes en phase avec l'autorité, mais le syndicat autonome des enseignants du supérieur estime qu'il faut avant tout maîtriser l'épidémie et la transmission communautaire fait des dégâts. Malik Fall, secrétaire général du SAES, avec Mame Diarra Da Silva. Tout dépend de la situation donc de la pandémie. Je pense Monsieur le Président de la République a été clair dans le communiqué donc du Conseil des ministres. Pour ce qui est de l'enseignement primaire et secondaire, il a donné donc une date indicative. Pour ce qui est donc du supérieur, il a demandé aux instances pédagogiques de voir la faisabilité et également de faire donc des projections entre le 2 et le 14 juin. Je pense que les instances vont se réunir et vont également essayer donc de voir la faisabilité de tout cela. Mais je pense que ce qui est important d'abord pour nous, c'est de faire en sorte que la pandémie, en tout cas, puisse être maîtrisée et circonscrite, que les cas de transmission communautaire soient tout simplement donc annulés ou en tout cas réduits au strict minimum. Et je pense qu'également il faudra voir à l'avenir d'ici cette période-là, est-ce que ce sera une reprise simultanée pour toutes les sections, ou bien il faudra faire donc des reprises graduées. Tout ça, je pense que les instances pédagogiques vont se réunir et vont essayer donc de proposer des solutions par rapport à ça. Si l'on se fie aux recommandations de la commission qui renferme donc beaucoup d'experts, je pense qu'il faut aujourd'hui, il faut qu'on essaye de nous conformer à ces avis médicaux pour pouvoir donc essayer donc de prendre une bonne décision. Le Covid-19 a également chamboulé le programme du 1er mai pour la fête du travail. Les syndicats vont célébrer de manière symbolique. C'est le cas de ceux de la Poste qui réclament toujours la recapitalisation de la Poste et l'effectivité du plan stratégique de développement. Les précisions de Ahmed Diouf, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes, joint par Mame Diarra Da Silva. Cette année, la fête du travail le 1er mai, tout de suite vient dans un contexte particulièrement marqué par la pandémie du Covid-19. Cela veut dire qu'on avait sur soi toutes les revendications pour nous pencher sur la maladie, parce que la direction générale avait mis sur place un comité de crise et les partenaires sociaux font partie de ce comité et on s'était vraiment concentré sur la lutte contre donc cette maladie. Mais naturellement, comme toute organisation du syndical, on avait des revendications parce qu'il y avait d'abord, on avait entamé des discussions avec l'État sur la recapitalisation de la Poste, sur le montant donc qui nous est payé pour la rémunération du service public, pour l'augmentation du montant. Donc aussi il y avait le plan stratégique de développement qui était déjà que la direction générale avait lancé. On avait déjà entamé les travaux. On était en pleine discussion sur ça. Mais tout a été chamboulé par cette maladie. Et on était très en avance sur ce dossier. On attendait depuis très longtemps. Mais avec la nouvelle direction générale qui, dès sa prise de service, le directeur général avait donné des instructions fermes pour qu'on démarre les discussions. Il y avait la direction générale et les partenaires sociaux. Donc, il était en pleine discussion et le dossier était très en avance. Donc, on attend donc l'achèvement de ce plan pour que la Poste puisse être vraiment redynamisée et aller dans un autre élan de développement.
Reconfiguration politique ou réhabilitation, Lat Diop à la tête de la LONASE après une descente aux enfers suite au bras de fer avec Aliou Sall, le maire de Guédiawaye. Lat Diop a été nommé hier en Conseil des ministres. Correspondance Moussa Thiam. La nomination de Lat Diop à la tête de la LONASE a suscité beaucoup de joie après une descente aux enfers qui a découlé d'un bras de fer avec Aliou Sall, maire de la ville de Guédiawaye. La pose de la première pierre du BRT a été le déclic d'une réconciliation avec le frère du président après plusieurs années de guerre intestine dans l'appareil politique présidentiel au niveau départemental. Lat Diop avait entamé une dualité tranchée avec le maire de Guédiawaye qu'il avait même menacé de prendre sa place à la tête de l'institution municipale. Enfin, politicien, le maire Aliou Sall avait coaché la nomination de la ministre Néné Fatoumata Tall, farouche dissidente de Lat Diop dans leur localité. Une nomination qui ne serait pas payante politiquement, d'après certains observateurs, car le leader Lat Diop reste indéboulonnable dans le département. Victime de son franc-parler et d'un engagement sans commune mesure, Lat Diop a toujours été au fond pour casser de l'opposition et a beaucoup participé à la réélection du président Macky Sall dans le département de Guédiawaye. Serait-on dans une reconfiguration politique ou une réhabilitation politique? Si certains observateurs évoquent le renforcement de Aliou Sall vers les routes locales, d'autres parlent de réhabilitation politique avec une touche du chef du parti Macky Sall qui ne veulent pas augmenter la liste des adversaires du maire Aliou Sall lors des prochaines locales. Guédiawaye continue d'être renforcé aux grandes dames du département de Pikine qui ne bénéficient d'aucune nomination. Et ça commence à graisser des dents dans le département. Banlieue dakaroise, Elas Moussa Thiam, Radio Sud FM. Tout de suite, info écho avec Hafsa Idimanwan. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. Le secteur de la bijouterie n'est pas épargné par la crise liée au Covid-19. Selon le président de l'Association des bijoutiers du Sénégal, leurs activités sont presque à l'arrêt et leurs chiffres d'affaires sont revus à la baisse d'après Ibrahim Ognon. Par rapport au problème d'approvisionnement que nous avons toujours eu, c'est-à-dire ici au Sénégal, nous avons une mine d'or qui est le Sabodala et que le bijoutier sénégalais a toujours un problème d'accès à sa matière première. Donc, toujours, nous, on a, pour travailler, nous avons de l'or toujours par la récupération. Vous savez, l'or a deux aspects. L'or a un aspect paraître, mais aussi un aspect refuge. Donc, la femme qui a son argent, elle achète de l'or pour se faire belle, effectivement. Mais elle achète de l'or si toutefois elle a des problèmes, elle va revendre son or chez le bijoutier. Et malheureusement, à chaque fois qu'on achète de l'or avec les femmes, on court toujours le problème du recel. Donc le problème de l'accès à la matière première reste toujours le même. Il n'y a pas d'évolution jusqu'à présent. À cela s'ajoute maintenant la crise sanitaire avec le Covid-19, ce qui fait que pratiquement toutes nos activités sont au point mort. Donc, on ne travaille plus depuis combien de temps? Parce que pour respecter les mesures sanitaires dans nos bijouteries, par exemple, pour vendre un bijou, tu as toujours un contact direct avec le client qui prend le bijou, qui regarde et qui te remet. Donc, il y a une forme de contact qui est interdit. Alors, donc, la plupart d'entre nous sont obligés de rester chez eux. Donc, nous avons des genres de problèmes. Vous dites que vos activités sont au ralenti, ça veut dire que ça influe sur votre chiffre d'affaires? Effectivement, parce que déjà, on voit plus de clients. Les clients sont restés chez eux comme on leur a indiqué cela. Des fois, quand tu ouvres, tu vois presque pas de clients, mais aussi les ouvriers qui habitent un peu loin sont obligés de rester là-bas parce que c'est pas facile de joindre Dakar avec le problème interurbain, effectivement. Et même aussi, ça impacte certains bijoutiers qui sont dans les régions parce que beaucoup d'entre eux s'approvisionnent au niveau de Dakar, mais avec ce problème de transport, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, vraiment, notre secteur vit un véritable problème par rapport à notre travail, bien sûr. C'était le président de l'Association des bijoutiers du Sénégal, Ibrahim Ognon. Une baisse de 1,93% de l'indice BRVM10 suivie d'une chute de 1,32% de l'indice BRVMC. C'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 29 avril. La valeur des transactions est de 417 095
87 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 106 973 872 446 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 728 457 167 869 francs CFA. La journée de cotation de la BRVM met un terme à ce journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Ndeye Khady Diop. Rappel des titres, décès d'un cas contact suivi âgé de 69 ans. Le ministère de la Santé précise que ce décès n'est pas lié au Covid-19 à cause de la stigmatisation. Les habitants de Mankonoba à Sédhiou ont barré la route et brûlé des pneus avec un seul cas. Les habitants sont réprouvés par leurs voisins. À Touba, 8 nouveaux cas communautaires et 7 cas contacts sont enregistrés. Et ce jour, 4 à Tomba, alors que les cas contacts augmentent à Kaolack. Nous sommes à 933 cas positifs déclarés, dont 109 communautaires. Les Sénégalais ont-ils mesuré la gravité et l'ampleur de la maladie? Pas encore, a dit le sociologue Ali Khoudjadjaou, qui évalue le comportement des Sénégalais face au virus qui reporte la réouverture des écoles et universités. Enseignants et parents d'élèves s'inquiètent et demandent des mesures d'accompagnement dans l'enseignement supérieur. Le SAES priorise la maîtrise de l'épidémie. Info Éco avec Rapsa Ilimanouane a mis fin à cette édition mise en onde par Paplaye Dieye. À la présentation, les Khady Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Bintou Chersek. Merci d'avoir suivi. Le gel main Valdin est